Nous sommes le 29 avril 2019. Il est 11h30 quand un homme contacte le 911. Il explique que sa fille ne respire plus et qu'elle est inconsciente. Il ne faut que quelques minutes au secours pour arriver au domicile. Ils sont accueillis par le père de la fillette. La maison est calme et la petite fille de 7 ans est allongée sur le sol, complètement nue. Les secours comprennent tout de suite que quelque chose ne va pas et appellent à leur tour les services de police. Aujourd'hui sur Dark Stories, je vous emmène avec moi dans la terrible histoire de la petite fille de Granby, une affaire tragique qui a choqué l'opinion publique au point que certains disent qu'il y a un avant Granby et un après Granby. Installez-vous confortablement, merci à vous d'être au rendez-vous chaque semaine et on est parti. Cette histoire a été proposée par Maryse sur le formulaire de soumission. Merci à toi au passage si tu passes par ici. Si vous aussi, vous souhaitez proposer des affaires, le lien est dans toutes les descriptions. Nous sommes aujourd'hui à Granby. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mon français me dirait Granby, mais quand j'ai écouté les différentes interviews, les différents reportages, j'ai entendu Granby, donc je pense que c'est comme ça qu'il se prononce. En tout cas, c'est une petite ville du Québec située à environ 80 km à l'est de Montréal. C'est une vie tranquille, résidentielle d'environ 66 000 habitants, connue essentiellement pour son zoo, son festival de la chanson en tout cas, absolument pas pour des faits divers sordides. Mais ce lundi 29 avril 2019, la vie paisible de Granby bascule. Les secours se concentrent sur la fillette et font tout leur possible pour la réanimer. Elle présente une asystolie complète, c'est-à-dire qu'aucun rythme cardiaque n'est détecté. Elle ne respire plus. À l'arrivée des policiers, la maison est sécurisée, les agents notent les premiers éléments et interrogent le père, rejoint par sa femme, la belle-mère de la fillette. Leurs noms n'ont pas été divulgués et leur identité est protégée par une ordonnance de non-publication. Je vous propose donc qu'on utilise des prénoms d'emprunt pour s'y retrouver. Patrick pour le père, Mireille pour la belle-mère et Colombe pour la petite fille. L'agent Martin Noël, qui est le premier sur les lieux, est frappé par la chaleur dans la chambre de la fillette et par la disposition des meubles. La petite fille est nue, elle a l'air toute maigre et elle gît au milieu de sa chambre. Elle porte des marques sur les jambes, sur les bras et sur le bas du ventre. Son corps baigne dans ce qui semble être soit de l'urine, soit du vomi, on ne sait pas exactement ce que c'est. Patrick et Mireille expliquent aux policiers que Colombe est une enfant difficile et qu'ils l'ont attachée avec du ruban adhésif pour l'empêcher de se faire du mal. Colombe aurait en réalité des troubles du comportement. En faisant le tour de la maison, les policiers retrouvent des bandes adhésives dans la cuisine et à proximité d'un matelas souillé dans une des pièces principales de la maison. Du côté de Colombe, pas de temps à perdre, elle est immédiatement conduite au centre hospitalier de Granby. Au vu de son état, elle est finalement transférée au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Malgré les efforts des équipes médicales, la petite fille décède après un arrêt cérébral le mardi 30 avril 2019. L'enquête qui au départ se concentre sur une possible négligence devient une enquête pour homicide. La Sûreté du Québec, déjà impliquée depuis la veille, prend officiellement la tête du dossier. Le service des crimes contre la personne est saisi. Une autopsie est ordonnée. Et les premières constatations laissent peu de place au doute. Colombe n'est pas morte d'un accident. Le docteur Caroline Tanguay conclut que Colombe est morte par suffocation, causée par un ruban adhésif appliqué directement sur sa bouche et son nez, ce qui a entraîné une asphyxie externe et qui est identifiée comme étant la cause principale de son décès. La petite fille est aussi particulièrement maigre. Elle pèse 14 kg et 500 grammes pour 1,02 m. Pour information, il y a des variations évidemment, on parle d'une moyenne. Les enfants de 7 ans, normalement à cet âge-là, pèsent 22 kg et font en moyenne 1,22 m. L'autopsie révèle également que Colombe souffre d'hypothermie et porte des plaies de pression, donc des symptômes qui viennent probablement d'un enfermement prolongé. Enfin, son petit corps présente des ecchymoses qui dateraient de plusieurs jours. Et pourtant, la DPJ, donc la Direction de la protection de la jeunesse, connaissait déjà ce dossier depuis longtemps. La mère de Colombe a déjà un passé compliqué. C'est une enfant de la DPJ, elle aussi, et on l'a vu dans l'affaire Phoenix Sinclair. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets ici. Quand des enfants qui ont connu les familles d'accueil ont des enfants, en principe, les services sociaux assurent un suivi plus sévère. Son père, donc Patrick, est né en 1989. Avec sa mère, ils se rencontrent quand ils ont une vingtaine d'années
Et déjà, la grand-mère raconte que leur vie de couple est assez mouvementée. Patrick est un homme violent, elle décrit son fils comme un manipulateur, voire même un pervers narcissique. Ils vivent dans un logement insalubre qu'ils n'entretiennent pas vraiment. Ils ont des animaux, donc ça n'aide pas non plus à garder la maison nickel chrome tout le temps. Et clairement, quand sa belle-fille tombe enceinte, elle s'inquiète déjà de l'avenir de sa petite fille. Le jour de la naissance, la DPJ est d'ailleurs déjà à l'hôpital. Des événements durant la grossesse de sa mère auraient été rapportés par le médecin de famille. Colombe naît donc le 17 octobre 2012 et le 20 octobre, elle est confiée à sa grand-mère. Son père en a la garde, mais il ne peut voir et ou s'occuper de sa fille uniquement sous la supervision de sa grand-mère. Comme son fils et sa compagne vivent chez la grand-mère, finalement les parents voient quotidiennement leur fille. En tout cas, jusqu'au 15 novembre, puisque ce jour-là, la petite fille est officiellement confiée à sa grand-mère avec une demande aux parents de déménager. Le 1er décembre, les parents louent donc un nouveau logement. Colombe, elle, reste chez sa grand-mère. Pendant cette période, les parents ont le droit de voir leur fille selon un calendrier mis en place par la DPJ. L'objectif pour la protection de l'enfance à ce moment-là, c'est en principe de laisser la petite à sa grand-mère jusqu'à ses 18 ans. Mais coup de théâtre, quelques temps plus tard, le couple se sépare et Patrick refait sa vie avec une femme, Mireille. La mère de Colombe, elle, se réfugie chez le frère de Patrick et quelques mois plus tard, surprise aussi, elle est enceinte. Quand Patrick apprend ça, il veut savoir si cet enfant est aussi de lui ou si c'est son neveu. Et après avoir réalisé un test de paternité, il s'avère que le petit garçon que porte son ex-compagne est bien de lui. Avec la reconnaissance de cet enfant, cette nouvelle vie de couple, il a enfin trouvé un moyen de récupérer sa fille. La DPJ ne pourra pas lui refuser sa demande. Alors, j'ai écouté plusieurs interviews et c'est pas très clair. Il est parfois dit que la grand-mère ne veut pas accueillir le petit garçon comme elle l'a fait pour Colombe parce qu'elle et son mari estimaient qu'ils ne pouvaient pas accueillir chaque enfant naissant, étant donné qu'il y en avait déjà plusieurs. Mais ces informations sont verrouillées, donc j'ai pas réussi à trouver l'information fiable. On sait pas non plus pourquoi les deux enfants n'ont pas été rendus à leur mère. Oui, on sait qu'elle avait un passif avec les DPJ, mais est-ce que ça l'a privée totalement d'avoir ses enfants? Je ne sais pas. Si oui, pour quelle raison? On ne sait pas non plus. En tout cas, Patrick fait une demande pour récupérer sa fille. Et ça intrigue la grand-mère parce qu'elle explique que l'intervenante de la DPJ, qui au départ assure que la protection de la jeunesse ne pourrait pas confier Colombe à son père, retourne sa veste en glorifiant tout à coup Patrick et en disant que finalement, il va être un super papa et qu'en gros, c'est une super bonne idée de lui confier Colombe. À ce moment-là, elle donne l'impression d'avoir un rapport amical avec Patrick et Mireille. Mais la grand-mère, elle, n'est pas convaincue du tout. Elle connaît son fils, elle sait qu'il est capable de manipuler tout le monde et elle est persuadée qu'il a manipulé la DPJ. Après que Colombe soit restée presque 4 ans chez sa grand-mère, elle est officiellement rendue à son père le 11 juin 2015, après que la DPJ ait estimé que, désormais, Patrick présentait une vie stable, qu'il avait fait des efforts de réinsertion et qu'il voulait reconstruire une cellule familiale. Du jour au lendemain, la DPJ refuse que la grand-mère ait un contact avec sa petite fille. C'est très difficile pour elle, qui pense que c'est traumatisant, pour elle oui, mais aussi pour la petite, qui était très attachée à sa grand-mère. Et surtout, elle est inquiète. Elle s'inquiète parce qu'elle n'aime pas du tout Mireille, la belle-mère de Colombe, qu'elle surnomme d'ailleurs Cruella. Mais la grand-mère ne compte pas en rester là. Elle dépose plusieurs plaintes et se rend même jusqu'à la commission des personnes, donc c'est un organisme qui a pour mission de protéger les droits fondamentaux, notamment ceux des enfants pris en charge par la DPJ. Dites-moi si je me trompe, mais c'est bien ce que j'ai compris. La grand-mère tente par tous les moyens de faire valoir ses droits et à chaque fois, elle se heurte à un mur. Et si la grand-mère ne peut pas voir Colombe, c'est parce que Patrick n'arrête pas de dire à la DPJ que sa mère nuit au bon développement de sa fille et qu'elle pourrait influencer son intégration au sein de sa nouvelle cellule familiale. Mais la grand-mère n'abandonne pas. Elle continue de faire valoir ses droits et dénonce le retrait soudain et brutal, il faut le dire. Et grâce à sa persévérance, elle obtient enfin un droit de visite en septembre 2015, à l'occasion d'une rencontre supervisée. Ce jour-là, Colombe lui saute dans les bras et demande même à sa grand-mère quand est-ce qu'elle va enfin pouvoir rentrer à la maison. Après ça, pour revoir sa petite fille, elle doit de nouveau se battre contre la justice. Elle dépense 8 000 $ de frais d'avocat pour enfin serrer Colombe dans ses bras le 11 avril 2016, pendant 1 h 45 minutes.
Sauf que c'est la dernière fois qu'elle verra sa petite fille vivante. Après ça, le contact est définitivement rompu, et avec sa petite fille, et avec son fils Patrick. De son côté, le père et Mireille veillent à ce que la petite n'ait pas de contact. Elle ne peut ni voir sa grand-mère, ni même voir sa mère. Ça doit être épouvantable. Moi, j'ai 3 enfants, puis je me dis, si mes enfants étaient pas nés dans une situation où je sais qu'ils sont maltraités à ce point-là, il me semble que je ferais n'importe quoi. J'irais les chercher. Peu importe. Oui, mais quand ils ont des adresses confidentielles, des numéros de téléphone confidentiels, cachés par la DPJ, qu'est-ce que vous feriez? Vous saviez pas où ils restaient? C'est à adresse confidentielle, numéro de téléphone confidentiel, protection de la DPJ. Même la mère n'avait pas l'adresse ou le numéro de téléphone. Puis pourtant, la mère avait des droits de contact. Une fois, ça faisait comme 3 semaines qu'elle n'avait pas vu les enfants dans le temps des fêtes. Puis, elle avait appelé la DPJ. Puis la travailleuse sociale a dit « Ah, je ne sais pas où ils sont, je ne sais même pas s'ils sont encore dans le pays. » Mais là, la mère, elle a appelé la police pour savoir si ses enfants étaient corrects. La police l'a appelé, elle dit « Monsieur et madame sont bien corrects, sont chez eux, les enfants aussi. » Elle ne peut sortir que pour aller à l'école. D'ailleurs, des enseignants remarquent des changements dans son comportement et des absences de plus en plus fréquentes. La petite cumule 16 jours d'absence sur une période de 59 jours, soit presque 1 mois d'école manquée sur une période. Et pourtant, la petite fille affiche d'excellents résultats. Elle obtient des notes au-dessus de la moyenne de la classe et les rapports scolaires font état d'un bon potentiel intellectuel, d'une jeune fille curieuse et d'une créativité très développée. Quand elle est à l'école, Colombe présente pourtant de nombreux signes inquiétants. Elle quitte la classe sans prévenir, elle essaie même parfois de sortir de l'établissement, elle fait régulièrement des crises de colère, elle ment de façon compulsive, elle devient agressive, en particulier envers certains camarades et membres du personnel, et montre aussi des signes de repli sur elle-même. Elle ne parle pas beaucoup, elle ne réagit pas aux sollicitations, et les enseignants remarquent qu'elle évite le contact visuel. Face à ces comportements inquiétants, l'école demande une évaluation comportementale avec l'appui d'un psychoéducateur et d'une psychologue scolaire. Colombe est diagnostiquée comme ayant un trouble de l'attachement et des difficultés affectives et comportementales. À la suite de ce diagnostic, un plan d'intervention est mis en place avec la recommandation d'un transfert vers un milieu scolaire spécialisé ou à défaut un enseignement à domicile. Avec ça, ils espèrent proposer à Colombe un encadrement plus sain, plus sécuritaire, où il sera possible de gérer son alimentation, de communiquer avec la famille et de développer ses compétences à créer des liens sociaux. Mais Patrick et Mireille s'y opposent fermement. Et la DPJ, qui est déjà pourtant très impliquée dans le suivi de l'enfant, tarde à réagir. Les démarches qui visent à retirer temporairement Colombe de son milieu familial ou à minima de la transférer vers un encadrement scolaire spécialisé et mieux adapté à ses troubles restent sans effet. Colombe continue donc de vivre dans un environnement que tous jugent inadapté et son état ne cesse de se détériorer. En 2017, un médecin s'interroge sur les conditions de vie de la petite fille. Il pense qu'elle est enfermée dans sa chambre. Et il pense ça parce que la fillette souffre d'une perforation de l'intestin et d'un gonflement de la vessie. Ça veut dire que la petite, elle a reçu un coup dans le ventre et qu'elle s'est retenue d'uriner trop longtemps. Donc, soit elle n'a pas voulu y aller, soit on lui a interdit d'aller aux toilettes, mais elle s'est retenue. Dans un rapport qu'il dresse concernant la situation médicale et psychologique de Colombe, il évoque un état de stress post-traumatique et un retard de croissance qui serait selon lui lié à de la négligence et des traumatismes. En septembre 2017, la police est appelée pour intervenir chez la famille après qu'un signalement anonyme ait été fait. Il concerne Mireille, la belle-mère. Elle aurait jeté sa belle-fille sur le sol avant de la tirer par les cheveux. Ce soir-là, elle et son compagnon sont en état d'ébriété. Une dispute éclate au point que Mireille s'en prend à Colombe. La fillette, alors âgée de 5 ans, fuit la maison et se rend dans une petite épicerie du quartier pour trouver de l'aide. Ce n'est pas précisé dans les sources, mais on imagine que la personne qui recueille la petite fille appelle la police puisque la belle-mère est inquiétée et jugée. Elle est reconnue coupable, mais obtient une absolution conditionnelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas de peine de prison, que cet épisode n'est pas inscrit dans son casier judiciaire permanent et qu'elle doit se soumettre à certaines obligations pendant une période déterminée. Le plus souvent, c'est évidemment de ne pas récidiver, mais aussi de suivre une thérapie par exemple. Patrick dira même devant le tribunal « Il n'y a pas eu d'autres événements et je ne crois pas qu'il va y en avoir d'autres. C'est une maman exceptionnelle qui a eu une erreur de parcours. » À la suite de cet épisode, plusieurs signalements sont effectués.
Selon le Journal de Montréal, la police est intervenue à au moins 2 autres reprises à la résidence familiale entre 2016 et 2017, et en tout cas 6 fois jusqu'à sa mort en 2019. Les motifs exacts de ces interventions et les éléments constatés n'ont pas non plus été divulgués publiquement, mais on sait que ces visites n'ont jamais donné suite à des mesures. En avril 2018, un autre médecin tire lui aussi la sonnette d'alarme. Il envoie un courrier à la DPJ dans lequel il décrit l'état psychologique de la fillette comme étant d'une sévérité préoccupante. La petite fille fait des crises incontrôlables, elle refuse de s'alimenter, elle se fait du mal, elle étale ses selles sur les murs, elle refuse de dormir, elle fugue et elle s'isole. Colombe est en détresse. Mais malgré cette alerte, pourtant venue d'un professionnel de santé et très documenté, aucune mesure d'urgence n'est prise. La DPJ n'intervient pas. En mai 2018, un juge de la Cour supérieure rend une décision capitale dans l'affaire de la petite fille de Granby. Colombe vit déjà chez son père biologique avec son frère depuis juin 2015. Mais depuis 3 ans, la mère biologique, la grand-mère de Colombe, ainsi que la DPJ et le père de Colombe, se disputent sans relâche leur droit de garde. Et à ce moment-là, même si la DPJ a déjà confié la garde de l'enfant au père depuis 2015, la garde légale, donc l'autorité parentale reconnue officiellement par la justice, n'a pas encore été statuée de manière définitive. Donc, c'est le moment. Le rapport du jugement évoque une transformation inquiétante. On passe d'un bébé calme à une petite fille agitée qui s'oppose à l'autorité et qui est imprévisible. Lorsqu'elle fait des crises, on l'isole. On la laisse crier dans sa chambre seule pendant des heures jusqu'à ce qu'elle s'épuise d'elle-même. Le texte du tribunal ne cache rien. La petite est en chute libre. Devant le juge, le père se confie et raconte que oui, il est dépassé. Selon lui, sa fille est difficile. Il raconte qu'il doit parfois barrer la porte de sa chambre pour la calmer et explique que tout ça, il le fait sur les recommandations d'un professionnel de santé. Il explique aussi qu'il a harcelé la DPJ, qu'il a crié à l'aide à plusieurs reprises, que toute la famille s'attendait à ce que quelque chose de grave finisse par arriver. Mais l'aide n'est jamais venue. La grand-mère a même écrit une lettre pour exposer les violences que subit sa petite fille, les constatations des médecins, les interventions policières, tout est mis sur la table et malgré tout ça, malgré tous ces énormes red flags, la justice décide de laisser Colombe dans ce foyer et prend la décision de confier la garde de Colombe à son père biologique et à sa conjointe Mireille. Une décision quand même lourde de conséquences, rendue malgré un dossier qui était déjà quand même très alarmant. Dans son jugement, le magistrat admet que la situation est loin d'être idéale. Il écrit noir sur blanc que cette solution est la moins dommageable pour cette petite fille au passé tumultueux et instable. Une phrase qui en dit long quand même, et qui veut dire qu'en gros, aucun des milieux dans lesquels elle évolue ne semble véritablement capable de lui offrir la stabilité dont elle a besoin, mais plutôt que de chercher une alternative, neutre, encadrée, comme un foyer spécialisé, une famille d'accueil, la justice choisit de maintenir Colombe dans un environnement déjà défaillant, avec l'espoir que ça ira mieux. Alors ça me met hors de moi. On voit les choses, mais on laisse. En novembre 2018, cette fois, la petite fille se confie à une enseignante. Elle explique avoir été frappée au visage par sa belle-mère. Et son institutrice la croit, puisque la petite saigne du nez et lui tend un mouchoir avec du sang dessus. Aussitôt, l'école signale cet incident à la DPJ comme elle doit le faire. Mais l'affaire ne déclenche absolument rien. Aucune mesure n'est prise, si ce n'est un rappel au père de ne pas laisser sa fille seule avec sa conjointe. Cette même année, Colombe aurait même confié à une intervenante de la DPJ, oui, une intervenante directement, « Ça va pas, j'ai mal à mon cœur, il y a juste toi qui peux m'aider. Tout le monde en a marre de moi, je serais mieux de ne plus être là, que je disparaisse, je veux partir loin. » La petite fille exprime clairement qu'elle n'est pas heureuse, elle crie à l'aide et personne ne l'écoute. Colombe est tellement désespérée qu'elle supplie l'école de ne pas la renvoyer chez elle de peur de se faire punir. Parce que chez elle, Colombe, elle dort par terre. Elle perd du poids à vue d'œil. Ceux qui se souviennent d'elle la revoient avec la peau sur les os. Elle en vient même à se cacher dans les toilettes de l'école pour fouiller dans les poubelles ou voler les repas de ses camarades pour manger. Si elle n'y arrive pas, elle peut passer plusieurs jours sans avaler quoi que ce soit. Et pendant ce temps, sa mère et sa grand-mère ne cessent de se battre pour la récupérer. Moi, j'avisais la DPJ à chaque fois que je voyais des choses comme ça. Puis là, la travailleuse sociale, ce qu'elle me disait, c'est elle dit, j'y ai parlé, là. Elle dit, vu que vous m'en avez discuté, elle dit, j'y en ai parlé.
Ouais, mais j'ai dit, moi, j'ai dit, quand que je serai pas mis au fait, là, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer avec ça, là? J'ai dit, vous qui parlez, j'ai dit, c'est bien beau. Mais j'ai dit, lui, bien souvent, ça passe d'une oreille puis ça sort par l'autre. Il fait à sa tête après. On a demandé, nous, on a fait sonner l'alarme à plusieurs reprises. J'avais écrit une lettre même pour la dernière fois en cours, là, pour le mois de mai, comme de quoi que j'étais prête à prendre les deux pour les sauver, comme on dit. Parce que vous le saviez que ça allait mal virer. Je le sentais. On avait comme... moi puis la petite, on était comme connectés, si vous voulez, là. Je sais qu'il y en a qui croient pas à ça, là. Mais quand elle se faisait maltraiter, on réussissait pas à dormir, puis on savait pas pourquoi. On savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais on savait pas quoi. En début d'année 2019, c'est la descente aux enfers. L'école de Colombes décide de la renvoyer. Ils expliquent que la petite cherche le contrôle excessif, qu'elle manque d'empathie, qu'elle a recours à la manipulation et à l'hostilité quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Les enseignants doivent adapter leurs cours en fonction d'elle et parfois doivent l'exclure de la classe quand elle n'essaie pas de s'enfuir. En fait, l'école, elle n'arrive plus à la gérer. Colombe se retrouve donc chez elle en permanence pour suivre un programme d'enseignement à domicile. Au quotidien, sa belle-mère l'enferme dans le sous-sol toute la journée et dans sa chambre la nuit avec des couches. La petite est privée de manger et régulièrement attachée. Elle est forcée de prendre des douches très chaudes ou des douches très froides. Elle doit parfois faire 100 squats au risque d'être punie si elle n'atteint pas l'objectif fixé par sa belle-mère. Colombe a désormais le regard vide, elle ne peut rien dire, elle ne peut pas parler, par peur d'être punie encore plus. Elle dira même « Si je parle, je vais me faire battre. Papa va être fâché. Papa va être triste. Je vais me faire punir fort. » Elle essaie de s'échapper à plusieurs reprises. Une nuit vers 2h du matin, elle sonne à la porte d'un voisin pour chercher refuge. Elle est seule, c'est une petite choupette affaiblie en pyjama et en pleine nuit. Mais les voisins dorment à poing fermé et n'ont pas le temps d'ouvrir la porte que Patrick récupère sa fille et la ramène chez eux. À son retour, évidemment, elle est punie. Son père et sa belle-mère l'attachent pour l'empêcher de s'enfuir. À peine un mois plus tard, elle essaie de s'enfuir une seconde fois, sans succès, jusqu'au 29 avril 2019. Ce matin-là, Colombe est étendue sur le sol de sa chambre depuis des heures. Elle est pratiquement incapable de bouger. Elle est entourée de rubans adhésifs, mais elle s'agite dans l'espoir d'essayer de défaire ses liens. Et elle hurle, elle appelle à l'aide, et elle supplie qu'on la détache en promettant qu'elle ne recommencera plus. Mais aucune réponse. Et si elle est dans cet état à ce moment-là, c'est parce que pendant les 2 derniers jours, la petite n'a pas arrêté de vouloir s'enfuir. Nous sommes le dimanche 28 avril 2019, il est environ 9h du matin. Le demi-frère de Colombe, qui a priori est l'un des fils de Patrick, qu'il a eu avant sa relation avec la mère de Colombe, alerte son père. L'adolescente de 14 ans raconte que sa demi-sœur est sur un meuble et qu'elle essaie de sortir par la fenêtre. Elle en aurait eu marre d'être enfermée dans sa chambre. Elle se plaint d'avoir envie d'aller aux toilettes et d'avoir faim. Mireille est à une réunion d'alcooliques anonymes, alors le jeune homme essaie d'appeler son père sans succès. Vers 10h, il entend 2 autres bruits. Il monte, ouvre la porte et se rend compte que Colombe n'est plus là. Sur le plancher, il retrouve de l'urine. Il prévient aussitôt sa belle-mère et son père qui promettent de s'en occuper. Vers 18h, l'ado qui était parti pour une sortie au cinéma rentre chez lui. Et il ne voit pas sa sœur. Son père et sa belle-mère lui expliquent que sa sœur est dans sa chambre, elle a dîné avec eux, elle a regardé des dessins animés toute l'après-midi et elle est montée se coucher. On ne sait pas vraiment comment ils l'ont récupérée, mais en tout cas ils disent qu'ils l'ont récupérée. La nuit suivante, la petite se faufile à travers l'encadrement d'une petite fenêtre, tellement étroite qu'elle s'est griffé le visage. Complètement nue, elle sort de chez elle en pleine nuit. Il est environ 1h40 du matin, quand elle sonne chez son voisin, Richard Samson. Le temps qu'il sorte, il n'y a plus personne. Au loin, il entend du bruit et même des petits cris, puis il distingue la silhouette de Mireille qui lui dit que Colombe s'est échappée de sa chambre et que ça fait 5 minutes qu'elle lui court après. Quelques minutes plus tard, il voit par sa fenêtre que Colombe est raccompagnée par sa belle-mère dans la maison. La petite est ultra agitée, elle est en pleurs, elle hurle, mais il n'entend pas vraiment ce qu'elle dit au loin, il arrive tout juste à distinguer un « maman ». Et pour Mireille, c'est la goutte d'eau. De retour chez elle, elle enferme Colombe dans sa chambre, utilise des meubles pour bloquer la fenêtre et la rendre inaccessible, et bloque la porte d'entrée. De peur que sa fille sorte à nouveau cette fois, le père de Colombe décide de monter dans sa chambre et de l'entourer de rubans adhésifs. Avec Mireille qui lui tient les jambes, il l'attache essentiellement au niveau du torse, des bras et même de la tête. Il ajoute une chemise nouée qui sert de sorte de camisole de force pour l'empêcher de bouger et de se lever. Puis il part se coucher. Mireille, elle,
redescend regarder son film préféré, Le Seigneur des Anneaux. Donc là, il est 2h du matin, on va dire. La petite fille de 7 ans est enveloppée dans du ruban adhésif, couchée par terre quand même. La nuit est courte, Mireille se réveille un peu avant 8h du matin. Patrick, lui, part travailler, comme si de rien n'était. Il va même pas dans la chambre de sa fille. Dans la matinée, Mireille envoie une série de textos à un contact nommé Casablanca dans les sources, mais on imagine que c'est le père de Colombe. Colombe est en train de sortir encore, elle s'est détachée. Bon, vu que tu me rappelles pas, je l'ai attachée bien comme il faut. Elle crie, elle pleure, elle fait encore son cinéma, elle essaie de se lever mais elle peut pas. Écoute, j'ai pas à subir ça, je suis plus capable là. Et là, après ce message, le contact te répond. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En réalité, la belle-mère a été réveillée par un bruit. Colombe est en train de se détacher. Alors elle remonte et rajoute du scotch. Elle serre au niveau de son torse une dizaine de fois, mais Colombe réussit encore à bouger. Alors elle rajoute 2 tours, puis passe le ruban adhésif sur ses cheveux jusqu'à ses pieds et remonte vers son visage. La fillette est immobilisée au point que son menton touche son thorax. Finalement, vers 10h, Patrick rentre, mais ne prend même pas la peine de monter voir sa fille qui est en train de suffoquer tellement le ruban adhésif est serré. Ce n'est qu'au moment de déjeuner qu'il monte dans la chambre et trouve Colombe inanimée sur le sol. Paniqués, Patrick et Mireille hurlent de terreur. Il est 11h30. Ils contactent le 911. En moins de 5 minutes, les secours arrivent et découvrent la fillette nue, en sueur et très maigre. Ils décrivent une petite momie, une petite forme qui ne pouvait même pas voir à travers le ruban adhésif tellement c'était épais. Moi, première chose, quand j'ai vu, quand la mère m'avait montré une photo de la petite avec les cheveux coupés, j'ai tout de suite pensé que c'était Aurore. Puis je lui ai dit. Je dis, regarde, j'ai dit, elle ressemble à Aurore, l'enfant martyr. Elle dit, c'est qui ça? Je lui ai montré des photos. Elle dit, mon doux. Pour se justifier, Mireille explique qu'elle avait peur que l'un des meubles qui bloque la fenêtre lui tombe dessus. C'est vrai que laisser une gamine entourée de rubans adhésifs, scotchée, allongée par terre, c'est mieux. Dans l'urgence et face à la situation, elle ne trouve que cette solution sans penser au danger. Elle voulait la maîtriser jusqu'à son rendez-vous chez le pédopsychiatre à 15h l'après-midi même. Le procès de la belle-mère s'ouvre le 18 octobre 2021. Elle est accusée de meurtre au second degré, de séquestration, de violence et de négligence, et plaide non coupable. Et ça commence fort parce que la médecin légiste et une témoin experte, présentée par la défense, ne s'entendent pas sur les causes du décès. Le docteur Caroline Tanguay, souvenez-vous, soutient que l'enfant est morte par suffocation en raison d'un élément extérieur. Elle arrive à cette conclusion à cause du ruban adhésif qui obstruait son nez et sa bouche. En revanche, la consultante en médecine légale, Annie Sauvageau, pense de son côté que les causes du décès les plus probables sont une combinaison entre une hypothermie, causée par l'enveloppement dans le ruban adhésif, et une asphyxie mécanique, donc quelque chose qui aurait bloqué les voies respiratoires, et au passage, une hypothèse qui avait été complètement écartée par le docteur Tanguay. Pour Annie Sauvageau, les nombreuses couches de ruban ont nécessairement fait monter la température corporelle de l'enfant. La compression a aussi fini à la longue par empêcher le mouvement nécessaire pour laisser l'enfant respirer. Donc d'un côté, le docteur Caroline Tanguay appuie l'idée d'un acte actif, brutal et direct, et renforce la thèse de la violence volontaire ayant entraîné la mort, ce qui est juridiquement très lourd. De l'autre, Annie Sauvageau évoque une hypothèse qui s'approche davantage de la négligence que de la violence. Et les peines ne sont pas les mêmes. Mais toutes les deux se mettent d'accord sur une chose, la fillette ne serait pas morte si elle n'avait pas été enroulée de ruban adhésif. L'adolescent, le fils de Patrick, est invité à témoigner lui aussi. Il raconte ce qu'il a dit aux enquêteurs. Sa demi-sœur avait essayé de s'enfuir 4 fois dans les 24 heures qui précèdent l'appel au 911. Il évoque aussi une dépendance à la nourriture et qu'il ne comprenait pas pourquoi elle ne grossissait pas, puisque selon lui, elle mangeait très bien, voire beaucoup. Il confirme aussi que Colombe était une enfant spéciale qui faisait beaucoup de crises. Il a vu la fillette être attachée avec du ruban adhésif vers 4h du matin, le 29 avril, et ce, pour éviter qu'elle ne s'enfuit à nouveau. Il explique d'abord qu'elle a été attachée aux pieds et aux mains seulement. Elle était déjà inconsciente quand il a été réveillé au matin du 29 avril à cause des cris dans la maison. Sa belle-mère lui aurait demandé tout de suite d'aller chercher une paire de ciseaux pour couper le ruban adhésif. Après lui avoir donné, il est descendu au sous-sol pour pleurer. Quand il est interrogé par la police,
En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais à la fin de son interrogatoire, il demande à retourner en salle parce qu'il a quelque chose à ajouter. Il explique qu'il a bien vu sa demi-sœur avec du scotch partout, de la tête aux pieds, absolument partout, y compris sur le visage, la bouche et le nez. Sa belle-mère lui aurait en fait demandé de ne pas faire mention de ça aux policiers et au départ, il n'a rien dit pour la protéger. Mais avec le recul, il a préféré le faire. Finalement, en contre-interrogatoire, il dira que du ruban avait été retiré au niveau de son visage quand il l'a vue coucher sur le sol inconsciente. Il n'y avait plus de ruban adhésif sur sa bouche, ses yeux, ses narines et ses oreilles. Il en restait seulement sur le front et les cheveux et le torse. Ensuite, c'est au tour du petit frère de Colombe, âgé seulement de 5 ans. Il témoigne par vidéo et raconte avec ses mots d'enfant que sa grande sœur a été, je cite, « coachée » et qu'elle est morte. Lui aussi explique qu'elle n'écoutait pas les consignes et qu'elle faisait de grosses crises. Quand on lui demande où sa sœur avait du scotch, il répond qu'il y en avait plein partout. Il montre avec ses mains les genoux, le ventre, les pieds, le dos, les mains. Et il précise avoir vu du scotch sur sa tête qui redescendait jusqu'à sa bouche. Il raconte ça avec beaucoup d'émotion, ce petit garçon. Il dira aussi qu'il a eu beaucoup de peine avant d'ajouter que sa belle-mère ne voulait pas qu'elle meure et que lui ne voulait pas qu'elle soit morte. Puis vient l'intervention de la toxicologue Laurie Bédard. Elle travaille au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale et elle a été mandatée par le médecin légiste pour faire une analyse toxicologique complète de Colombe. Pour ce faire, elle a utilisé des prélèvements ante-mortem et post-mortem, donc du liquide, du sang et le contenu gastrique de l'enfant. Et les analyses révèlent une dose thérapeutique de citalopram, donc un antidépresseur. Il est utilisé chez les enfants habituellement pour traiter le trouble obsessif, compulsif, l'anxiété et la dépression. La concentration de citalopram était de 173 nanogrammes par millilitre, ce qui est une concentration normale. Chez l'adulte, une concentration toxique serait d'environ 1500 nanogrammes par millilitre. L'experte est appuyée par José Houd, une experte en biologie judiciaire. Cette dernière a reçu des morceaux du ruban, l'amas de plastique qui mesurait 25 cm par 45 cm, le rouleau de ruban adhésif, de même que la chemise kaki. Son rôle à ce moment-là, c'est surtout de réaliser des analyses sur ces éléments pour savoir qui les a manipulés et qui y a laissé son ADN. Des prélèvements de l'autopsie faits sur la victime et des échantillons sanguins de son petit frère et de l'accusé lui ont également été remis aux fins de ces analyses. Les résultats présentent l'ADN de la victime évidemment sur l'amas de scotch et la chemise, mais aussi celle de sa belle-mère. Au niveau de la chemise, l'ADN de Mireille est présent à 3 endroits, sur l'épaule droite, à l'intérieur en haut vers le milieu du dos et sur le nœud des manches, qui, rappelons-le, avait été noué à l'avant comme une camisole de force. Par contre, aucune trace ADN n'a été détectée sur le rouleau de ruban adhésif. Ça, je trouve ça dingue. L'experte rappelle quand même qu'on ne peut pas dater l'ADN, donc on ne sait pas si ces traces viennent du jour où Colombe a été attachée. Et elle rappelle aussi que l'ADN d'une personne peut être transféré par une autre personne sur des surfaces poreuses comme le plastique texturé et les tissus. Le voisin qui a ouvert sa porte au moment d'une des fugues de la petite dira au procès qu'il ne voyait jamais les enfants jouer dehors. Les fenêtres étaient toujours fermées, les rideaux toujours tirés, et tout le monde avait remarqué les meubles qui bloquaient la fenêtre de la chambre de Colombe. Tout au long du procès, plusieurs témoignages, analyses et pièces à conviction ont permis de dresser un tableau plus large du climat familial, notamment les conditions de vie du frère cadet, même si ce dernier n'était pas une victime directe. Son ADN est d'ailleurs cité à plusieurs reprises, notamment lors des analyses sur des objets retrouvés sur la scène, et les conditions qu'il a subies sont évoquées. On sait que lui aussi était puni à coups de douche froide, qu'il était attaché à son lit avec une ceinture ou qu'on lui tirait les cheveux au point d'en perdre par plaques. Le petit garçon avoue se faire frapper régulièrement et se faire mettre du ruban adhésif sur la bouche par son père et sa belle-mère. Enfin, vient le témoignage de Mireille. Elle raconte qu'elle a rencontré Colombe en 2015, alors qu'elle était toujours chez sa grand-mère. Elle l'a décrite comme une petite fille mignonne, joyeuse, qui avait beaucoup d'énergie. Mais en grandissant, la petite aurait commencé à faire ses crises, à se faire du mal, à se griffer et à crier pendant de longues heures. Elle raconte que Colombe ne dormait pas beaucoup. En plus de s'en prendre à elle-même, Colombe s'en prenait apparemment aussi à son frère, qu'elle sortait de la chambre, parfois même de la maison, en pleine nuit. Avant que la famille ne déménage dans la maison où les événements sont déroulés, Mireille explique que Colombe et son frère partageaient la même chambre. Elle pouvait passer des nuits à le fixer. Après leur déménagement, le comportement de Colombe a empiré. Elle mangeait les collations et les desserts de son frère,
Sa belle-mère aurait alors décidé de mettre carrément un dispositif sur la poignée de porte de sa chambre et une barrière pour enfants pour l'empêcher, par exemple, d'aller boire de la sauce soja comme ce serait déjà arrivé en pleine nuit. Le jour du drame, elle explique qu'elle voulait l'empêcher de sortir. Oui, ça peut paraître extrême, mais pour elle, il n'y avait pas de danger et elle n'avait pas d'autre choix pour la protéger. Quand elle s'est rendue compte que la petite fille suffoquait et n'arrivait pas à retirer le scotch, elle a appelé son beau-fils pour qu'il lui apporte une paire de ciseaux. Elle l'aurait alors libéré, puis l'aurait ventilé avant d'appeler les secours. Selon son avocat, maître Alexandre Biron, l'accusée n'était pas consciente du danger de mort de l'enfant. Pour les jurys, tout est plutôt clair, peu importe les débats d'experts, les contradictions techniques, les nuances médicales, une chose ne fait aucun doute, sans ce geste, Colombe serait vivante. Au terme de seulement quelques heures de délibération, le jury reconnaît Mireille coupable de séquestration et du meurtre non prémédité de Colombe. Elle est condamnée à la prison à vie pour ses actes criminels, sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. En rendant sa décision, le juge Louis Dionne de la Cour supérieure déclare « Le comportement de l'accusé dépasse l'entendement. La méthode utilisée par l'accusé pour corriger Colombe ce jour-là demeure tout à fait incompréhensible, inexpliquée et inexplicable. Le crime est insensé et relève d'un acte odieux quand on pense à ce que la victime a pu vivre durant toutes ces heures. » En janvier 2022 s'ouvre cette fois l'audience du père de la petite fille. Il a plaidé coupable à l'accusation de séquestration dans le cadre d'une entente avec la couronne, ce qui évite la tenue d'un procès complet. Au début de l'audience, la grand-mère de Colombe explique qu'au moment de sa dernière visite, le 11 avril 2016, Colombe lui aurait confié que son père l'a forcé à avoir des comportements sexuels. La DPJ a été prévenue, mais n'aurait rien fait puisqu'elle aurait considéré que la petite fille avait inventé ou exagéré des gestes d'affection dont elle maîtrisait mal les codes. La grand-mère aurait alors porté plainte. Pour leur enquête, les policiers ont interrogé la DPJ qui confirme que Colombe avait tendance à mentir ou à exagérer. Le sujet est clos. Alors ça, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est ça. Et pourtant, la DPJ avait une information capitale. Patrick possède déjà un historique d'abus intime auprès de ses frères et sœurs. Et ça, l'intervenante ne l'a pas signalé au moment d'être interrogée. La mère de Patrick demande à ce que son fils soit incarcéré. S'il est libéré, vous donnez comme message qu'un enfant, ce n'est pas important. Imaginez-vous le traumatisme que cet enfant a vécu avant de mourir. Patrick témoigne à son tour et explique qu'il compatit avec la douleur que ressentent ses proches. J'essaie de me reconstruire car j'ai tout perdu cette journée-là. J'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma famille. J'ai pris des mauvaises décisions qui m'ont amené à là où je suis aujourd'hui. Il est incapable d'expliquer pourquoi il a décidé d'attacher sa propre fille. Il explique qu'il n'était pas complètement là, que son cerveau fonctionnait plus, probablement dû à l'épuisement et qu'il n'aurait pas vu d'autres solutions à ce moment-là. À l'issue de l'audience, il est finalement condamné à 4 ans de prison pour séquestration. Les services correctionnels recommandent que Patrice puisse bénéficier d'une semi-liberté dans une maison de transition, mais sous conditions strictes. Il lui est interdit d'entrer en contact avec des membres de sa famille, notamment avec son fils, sauf si ce dernier en exprime le souhait. Il n'a également pas le droit d'être en présence d'enfants de moins de 16 ans, ni d'entretenir des relations ou amitiés avec des femmes sans les signaler immédiatement aux autorités. Pendant son incarcération, il raconte qu'il veut rendre ce temps constructif. Il termine son parcours scolaire, qui n'avait jamais abouti jusque-là. Il suit plusieurs programmes de réinsertion. Il entame un accompagnement psychologique et il en est sûr, il ne veut pas se remettre en couple. Il veut se concentrer sur lui-même. Et quand on évoque son fils, âgé de 8 ans au moment des audiences, Patrick précise qu'il ne demandera pas la garde. Il souhaite seulement pouvoir garder un lien avec lui. Le 29 avril 2024, 5 ans jour pour jour après les faits, il obtient l'autorisation d'être libéré. Il est sorti de prison le 7 mai 2024, en semi-liberté, en maison de transition, selon les conditions qu'on a évoquées juste avant et jusqu'à la fin de sa peine, donc ce mois-ci, au moment où sort cette vidéo, en juillet 2025. Mireille, elle, a décidé de faire appel de sa condamnation en prétextant que le procès ne s'était pas tenu à Montréal puisqu'il a eu lieu à Trois-Rivières. Selon elle, ce changement de district judiciaire aurait pu influencer la composition du jury ou biaiser la procédure. Elle remet en cause aussi la saisie de son téléphone qu'elle qualifie d'illégale et reproche au juge d'avoir donné des directives erronées au jury. Le 17 mars 2025, la Cour d'appel du Québec confirme sa condamnation. Les juges ont estimé que le fait que le procès soit tenu à Trois-Rivières n'avait absolument pas porté atteinte à son droit à un procès juste et équitable. En ce qui concerne la DPJ, une enquête publique a été ouverte et menée par la Commission spéciale sur les droits des enfants,
et la protection de la jeunesse. Pendant plus d'1 an, des dizaines d'intervenants, de familles, de juges d'enfants placés et d'experts sont entendus. En mai 2021, la commission publie un rapport final accablant. Il parle d'un échec systémique et propose 65 recommandations. La DPJ, en tant qu'organisme, a été publiquement blâmée. Le gouvernement québécois a lui aussi reconnu que le système avait failli. Le ministre délégué de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carman, a présenté en décembre 2021 une réforme de la loi sur la protection de la jeunesse avec pour mission de faire passer désormais l'intérêt de l'enfant avant celui des parents. Alors oui, ça peut paraître incroyable, mais avant, lorsqu'un parent déclarait avoir changé et voulait réessayer, l'enfant lui était souvent rendu automatiquement sans vérifier si les conditions étaient vraiment réunies. Avec la réforme, la priorité va désormais au bien-être, à la stabilité et à la sécurité de l'enfant. Il ne s'agit plus là de faire plaisir aux parents, mais de s'assurer que l'enfant ne sera pas en danger ni trimballé d'un foyer à un autre. La réforme prévoit d'assouplir les règles de confidentialité aussi pour permettre aux professionnels d'échanger plus facilement entre eux et mieux évaluer le risque. Le problème, comme le dit Martin Robert, un travailleur social, c'est que ces services sont saturés et que ce ne sont pas des problèmes médicaux, mais que ce sont des problèmes sociaux. Donc, si on n'investit pas sérieusement dans les services sociaux non médicaux, rien ne changera vraiment. D'ailleurs, il le dit, depuis cette affaire, rien n'a vraiment changé. Selon maître Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la jeunesse, le vrai problème, c'est l'absence d'imputabilité. Ça veut dire qu'aucun intervenant n'est tenu juridiquement responsable quand il y a des erreurs graves. Pour elle, les lois actuelles permettent déjà d'agir pour protéger un enfant, mais personne ne paye les conséquences quand ça marche pas. Elle regrette donc que la réforme ne règle pas ce point essentiel et je suis clairement d'accord avec elle. Le gouvernement veut aussi renforcer et stabiliser les équipes d'intervenants sociaux parce que le turnover constant dans les services nuit au suivi des enfants. En octobre 2022, la grand-mère de Colombe et sa mère déposent plainte contre la DPJ et le centre de services scolaires du Val-des-Serres. La poursuite vise le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, auquel est rattachée la DPJ régionale, ainsi que 4 de ses employés, dont un chef de service. Le centre de services scolaire du Val-des-Serres, que fréquentait la fillette, est poursuivi lui aussi. Elle le reproche d'avoir commis des fautes à des degrés variables, et si ces fautes n'avaient pas été commises, la petite fille serait probablement encore en vie. Cette action en justice ne cherche pas une condamnation pénale, mais une reconnaissance de responsabilité, une manière de dire que les institutions censées protéger l'enfant ont échoué, et que cet échec doit être reconnu et réparé. C'est aussi très symbolique en fait, parce que l'objectif, c'est que ces conséquences soient enfin assumées par les personnes et les structures impliquées dans cette affaire. À ce jour, le résultat de cette poursuite civile n'a pas encore été rendu public. De nombreux voisins se sont déplacés sur les lieux du drame pour déposer des fleurs ou des peluches en hommage à la fillette. Sa mère biologique a elle aussi tenu à s'exprimer après la mort de sa fille. Elle a profité de l'occasion pour réitérer son incompréhension face à l'inaction de la DPJ et dénonce le fait de ne pas avoir été crue lors des dénonciations. Elle avoue même s'être déjà faite traiter de folle par un directeur de la DPJ. Ma fille aurait eu 11 ans. Jamais j'aurais pu penser qu'un enfant à 7 ans pourrait partir dans des circonstances comme cela, avec autant d'alarmes, avec autant d'avertissements. Comment on peut nier en sorte qu'un enfant crie haut et fort, demande de l'aide, qu'elle soit ignorée, non écoutée? Je peux pas savoir, mais je suis sûre que si ça n'aurait pas venu de ma part, de la part de la grand-mère paternelle, que peut-être elle serait encore là aujourd'hui, ressent tout ce que son enfant peut ressentir. Tu ressens la douleur, tu ressens le vide, tu sais qu'elle vit quelque chose, mais qu'elle n'a pas le droit de parler. Un enfant coincé entre deux murs, qui peut pas porter parole parce que son propre géniteur lui lit les rapports du père-enfant. Alors elle sait que si elle parle, papa va le savoir. J'espère être assez forte pour pouvoir le reprendre un jour, parce que je pourrais le voir du jour au lendemain. J'ai même pas la force de penser pouvoir le prendre dans mes bras sans m'effondrer.
Aujourd'hui, le petit garçon et ses frères et sœurs, donc comme je vous l'ai dit, on ne sait pas exactement combien, vivent chez le frère de Patrick. Si j'ai choisi d'appeler ce petit ange Colombe, c'est très symbolique, mais j'ai tenu à lui donner un nom pour la faire exister. Je trouve ça horrible de l'appeler encore officiellement la petite fille de Granby. Elle a supplié qu'on l'aide, elle a supplié qu'on la reconnaisse, et même après sa mort, personne ne la nomme comme si elle n'avait jamais vraiment existé en tant que personne. Et ça me fend le cœur, parce que cette petite perle a existé. Elle s'est battue pour, et la seule volonté qu'on lui a accordée, c'est celle de disparaître. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de lui donner un prénom, c'est parce que je refuse que son histoire soit noyée dans l'anonymat institutionnel. Je veux lui rendre, à mon échelle, à mon niveau, sa dignité et son existence. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.